J'ai commencé il y a quelques mois sur TikTok une série de vidéos sur les maréchaux de France. Et chaque semaine, je te fais découvrir un nouveau maréchal de France avec son histoire. Aujourd'hui, vidéo particulière parce qu'on va faire une vidéo plus longue où on va revoir exactement ce qu'est la charge de maréchal de France ainsi que les 5 tout premiers nommés par Philippe Auguste. Avant de commencer la vidéo, et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me rejoindre dans cette aventure sur cette chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. Chaque semaine, une nouvelle vidéo, que ce soit sur les personnages, sur des batailles ou sur des événements historiques. Si tu aimes tout ça, n'hésite pas à me rejoindre et je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Tout d'abord, revoyons l'organisation de la royauté. Il y a le roi et les personnes qui gèrent. Donc il peut y avoir des personnes pour les armées, pour les finances, ou même des représentants de duchés et de comtés. Ces personnes ont tous des offices. Des offices, ce sont des charges que les personnes fortunées peuvent se payer pour servir le roi ou la cour. Et on le verra juste après, il existe également des offices donnés directement par le roi. Ces charges peuvent être nombreuses. Il en existe pour tout et pour rien, que le roi peut créer pour financer des campagnes militaires ou pour renflouer les caisses de l'État. Il y a donc des offices qui sont plus importantes, parce qu'elles côtoient directement le roi. C'est à l'exemple du connétable, une office donné directement par le roi. Et comme son nom l'indique, il est comte de l'étable. Connétable, comte de l'étable, donc chargé des écuries du roi, mais également en tant que chef suprême de l'armée du roi. Sous Philippe Auguste et son expansion sur les Plantagenets, il faut un rôle pour aider le connétable. C'est alors que le roi décide de créer l'office du maréchal de France. À savoir que le titre de maréchal existe déjà dans d'autres États ou dans d'autres duchés et de comtés. Mais le maréchal de France, lui, représente le roi de France. Au départ, le maréchal est un officier équestre, mais au fur et à mesure des années, son rôle va s'intensifier avec des fonctions militaires plus larges. Le maréchal, donc, va avoir un commandement sous l'autorité du connétable. En 1627, Richelieu décide de supprimer le connétable. Et donc, à cette date, le maréchal de France devient la plus haute dignité des armées et devient également une dignité d'exemplarité au sein des armées. Le premier d'entre eux se nomme Albéric, ou Aubéric selon les Écritures. Il fait partie de la famille noble des Clément, une famille proche de la famille royale qui s'était installée dans l'ancien comté du Gâtinais au sud de Paris. Le père, Robert III Clément, est une sorte de tuteur lors de la jeunesse de Philippe Auguste. Et son titre a permis à ses 2 premiers fils, Albéric et Henri, de servir dans la cour et dans les armées du souverain. Albéric est né vers 1165, du moins c'est les premières informations le concernant datent de cette période. À la mort de son père en 1182, il hérite, en tant que premier de la famille, de la seigneurie de Mai. On n'a pas beaucoup d'informations sur les batailles qu'il a pu mener durant sa vie. La troisième croisade s'ouvre en 1189, et Philippe Auguste de France, Richard Cœur de Lion d'Angleterre et Frédéric Barberousse du Saint-Empire y participent. La croisade porte même le nom de la croisade des rois, avec 3 rois influents. La croisade a pour but de reconquérir la Sainte Terre, Jérusalem, repris par le sultan Saladin. Durant cette croisade a lieu le siège de Saint-Jean d'Acre, qui s'étend de 1189 à 1191. Et c'est durant ce siège que Albéric perd la vie. À la suite de cette bataille, le titre de maréchal est confié à son frère Henri Ier Clément, et le roi Philippe Auguste décide de rentrer dans son royaume. D'après les dernières ressources, Albéric Clément repose dans l'abbaye de Cercenceau, sur son territoire. Henri Ier Clément est le frère d'Albéric, et il est également le second de la famille. Il reçoit le titre de maréchal à la mort de son frère en 1191.
À partir de cette période, on le sait, Philippe Auguste cherche des hommes nouveaux, des serviteurs de l'État, qui composeront son nouveau conseil pour des décisions, des grandes décisions. Et parmi eux, le maréchal. Henri est également, avec cette période, devenu le nouveau seigneur de Mai, de son territoire. Et il décide alors de construire un château sur ce territoire, au sud de Paris. Ce château reprend les mêmes plans qu'un autre château qui sort les mêmes années, qui porte le nom du Louvre et qui se trouve à Paris. À partir de 1202, Philippe Auguste va entreprendre l'invasion de la Normandie, alors sous domination anglo-normande depuis Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, pour faire vite, est un vassal de France. La vassalité est l'une des choses les plus importantes du Moyen-Âge. Le royaume est divisé entre les duchés, les comtés, et il y a le domaine royal du roi. Ces ducs, ces comtes, ces barons, ces vicomtes sont tout ce qu'on appelle des seigneurs. Des seigneurs qui doivent fidélité à leur souverain, c'est la vassalité. Pour y revenir, Guillaume le Conquérant est donc vassal du roi de France, car il est duc de Normandie. Et il est devenu roi d'Angleterre. Mais c'est pas parce qu'il est devenu roi d'Angleterre qu'il perd sa charge de duc et sa vassalité au roi de France. Donc ça veut dire que tous les rois d'Angleterre après Guillaume le Conquérant sont des vassaux du roi de France. Sous le règne de Philippe Auguste, du coup, Jean sans terre ne fait absolument rien pour ses territoires en France. Et malgré plusieurs relances, Philippe Auguste décide d'y répondre dans la force et dans la guerre. À la suite de cette victoire, Henri va même être présent lors de la signature du traité de paix. Et pour ses exploits, Philippe Auguste va même lui donner, en appanage, le territoire d'Argentan, le lieu où il y a le château des Plantagenets en France, permettant ainsi l'implantation de la famille Clément sur ce territoire. Les quelques années qui vont suivre, le domaine royal et le royaume vont s'étendre, avec la mort d'Aliénor d'Aquitaine. Le territoire va reprendre l'Anjou, la Touraine, ce qui va renforcer ainsi l'image d'Henri. En 1214, Henri est même nommé à l'éducation du jeune dauphin, Louis, qui deviendra Louis VIII, le Lion. Il combat même, lors du retour de Jean sans terre, avec Henri à la bataille de La Roche-aux-Moines, qui sera une victoire française. Mais Henri est blessé durant cette bataille, et il est transporté directement à l'hôpital. Blessé, il reçoit néanmoins quelques mois plus tard la bonne nouvelle, celle de la victoire de Bouvines de Philippe Auguste. Frappé par une fièvre foudroyante, Henri s'éteint quelques jours plus tard. Son titre est alors transféré à son fils, Jean III Clément, qu'on verra juste après, et Henri, quant à lui, selon les dernières ressources, repose à l'abbaye de Tourpenay en Centre-Val de Loire. Le maréchal inconnu, Jean III Clément, est le fils d'Henri Ier Clément, et il reçoit le titre de maréchal à la mort de son père par Philippe Auguste, pour la reconnaissance de ses exploits, donc même pas pour Jean. Il reçoit la dignité pour son père. D'après certaines ressources, il est obligé d'attendre 17 ans, vers 1225, pour exercer sa fonction, ce qui laisse à penser qu'il serait né vers 1208, mais on n'est pas sûr. Et même à sa majorité, il prête serment sur la non-hérédité du titre, un titre qu'il a lui-même reçu indirectement. Durant sa vie, Jean III Clément est au service du royaume de France, ainsi que les trois rois qui vont s'enchaîner, Philippe Auguste, Louis VIII et Louis IX aka Saint-Louis. Pour autant, on n'a aucune information fiable sur la participation à ces batailles, mais avec sa dignité, il a très bien pu y participer. Que ce soit la reprise de l'Aquitaine par les Anglais, la régence de Blanche de Castille ou la révolte du comte de Toulouse, tous ces événements se passent durant la vie de Jean III. Seule source fiable, on sait qu'il participe à l'Assemblée des Grands du Royaume de France, qui se tient en septembre à Saint-Denis en 1235, confirmant ainsi sa position en tant que haut dignitaire militaire de France. En 1249, son fils, Henri de Clément, reprend sa dignité de maréchal pour assister Saint-Louis durant sa croisade, alors que Jean III est encore vivant. Mais d'après cette date, on n'a plus aucune nouvelle de Jean III, jusqu'à sa mort en 1260. Et on ne sait même pas où il repose actuellement.
les 3 derniers maréchaux encore plus inconnus. Concernant Guillaume de Bournel, attention, ça va aller très vite, on n'a littéralement aucune information sur lui. Alors, effectivement, la famille de Bournel peut dire quelque chose à certaines personnes, mais aucune information ne relie de près ou de loin à Guillaume de Bournel. On sait juste qu'il est nommé en 1192 par Philippe Auguste et qu'il est mort 3 ans plus tard, en 1195. Certaines sources en allemand que j'ai trouvées et des archives de Versailles le mentionnent, mais pas plus d'informations sur lui. Guillaume de Tournelle, attention pour lui, il fait partie d'une famille connue, les Clément. Et oui, on est reparti. Il serait une branche cadette d'un oncle d'Albéric et de Henri Ier Clément. Certains historiens le placent dans les maréchaux de Philippe Auguste, d'autres de Louis VIII, et d'autres le mentionnent juste pas. Super. Néanmoins, sa trace nous est officialisée avec un sceau royal de Philippe Auguste vers 1220. Mais c'est tout. Aucune date de naissance, ni date de mort, aucune autre information. Un joli casse-tête. Et enfin, Nivelon d'Arras nous est connu en tant que bailli d'Arras. Le bailliage est un découpage du royaume de France par Philippe Auguste, un découpage administratif, juridique et fiscal. Donc Nivelon, dont les dates nous sont inconnues, serait donc le premier bailli d'Arras, une ville dans le Pas-de-Calais. Il devient maréchal entre 1200 et 1223, date à la mort de Philippe Auguste. C'est tout ce qu'on sait. Bon, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ces derniers maréchaux, mais au moins ça aurait permis de les remettre en lumière, et ça, c'est une bonne chose. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à rejoindre cette aventure sur cette chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. N'hésite pas, plusieurs concepts de vidéos, que ce soit les documentaires, juste ici, ou sur TikTok avec des vidéos sur les personnages, sur les batailles ou sur des événements historiques. Et sinon, je te laisse. Bonne journée à toi.